33, je vous propose qu'on puisse commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette masterclass de l'entrepreneuriat sur l'intégration d'un projet innovant dans votre entreprise. Ce webinaire va être animé par Serge Vesset, qui est à mes côtés, qui est consultant en innovation, stratégie et financement chez Valorinov. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous Laurent Wagner, qui est dirigeant de la société Alsace Conseil et qui va pouvoir nous partager son vécu et son expérience dans le cadre d'un projet innovant qu'il a pu développer. Alors moi, je suis Marie-Anaïs Fayard, je suis responsable communication à l'Usinery Partners. Et avant d'entrer au cœur du sujet, je vais vous présenter brièvement l'Usinery Partners. L'Usinery Partners, c'est une société d'économie qui est soutenue par le Grand Chalon et par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et elle a pour mission l'accompagnement des entreprises industrielles dans leur transformation digitale et environnementale. Pour ce faire, elle a... j'essaie simplement de passer à ma slide suivante. Voilà, pour ce faire, elle a élaboré une offre de service qui s'appelle Protéines et qui se décline en 3 axes. On a un premier axe qui porte sur l'organisation d'événements, comme des rendez-vous de l'industrie 4.0, des ateliers numériques, des visites d'usines, ou bien des masterclass de l'entrepreneuriat comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Dans le cadre de son axe 2, digital et compétitivité, l'Usinery Partners, elle propose des prestations d'accompagnement sur mesure, comme des prestations de conseil et analyse, des gestions de projet, des préconisations de financement. Et enfin, dans son 3e axe, service et innovation, à destination des porteurs de projets numériques, l'Usinery Partners donne accès aux différents outils du Fab Lab et à des services de proximité, coworking, mise à disposition de salles. Donc, pour terminer sur la présentation de l'Usinery Partners, avec l'ENSAM, avec le CNAM Bourgogne-Franche-Comté et avec l'ULM 71, l'Usinery Partners est l'un des 4 cofondateurs de l'Usinery, qui est un pôle de digitalisation et d'innovation pour l'industrie. Avant de commencer, je remercie Serge Vesset et Laurent Wagner d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous pourrez leur poser toutes vos questions en fin de webinaire, puisqu'on aura un temps de questions-réponses. Mais n'hésitez pas au cours de l'événement à les écrire sur le chat, et je les poserai pour vous. Voilà. Et je vous laisse poursuivre, Serge. Très bien. Merci à vous d'être là, d'être présent pour ce sujet, donc structurer un projet innovant. Merci à l'Usinery Partners de nous accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet. Donc, voilà. Donc, Serge Vesset, moi je suis consultant innovation, stratégie, financement. Je m'adresse aux PME, aux startups. J'ai créé Valorinov il y a 3 ans maintenant, après un parcours d'une vingtaine d'années dans l'industrie et de 7 ans dans des structures d'accompagnement consulaire, territoriales. Et effectivement, j'ai le plaisir de faire cette présentation à 2 voix avec Laurent Wagner, dirigeant d'Alsace Conseil. Alors, il n'est pas dans nos murs ici à Chalon-sur-Saône, il est en Alsace. Vous l'aurez compris, il a créé l'application et la solution en fait Quick ADR pour une application de transport routier de marchandises et matières dangereuses. Et il se présentera tout à l'heure sur la première séquence de témoignages. Bien, alors le programme de ce matin, c'est à la fois quelques points donc sur innover, c'est voyager en incertitude. Voyager en incertitude, si on ne s'y prend pas de bonne heure, ça peut faire des ricochets et ça peut être un petit peu douloureux. Par contre, si on s'y prend avec une vue globale et avec de l'anticipation, eh bien, c'est autant d'opportunités que vous pouvez saisir pour mixer, tisser, hybrider votre innovation. On va voir ça. On va voir aussi donc comment dérisquer votre projet étape par étape. Comment itérer aussi sur le terrain sera une clé de succès. On verra aussi différentes notions de marketing de l'innovation. Et on terminera par vos questions-réponses.
À l'issue de ce webinaire, l'idée, c'est que vous soyez plutôt plus capable, en fait, d'évaluer quel type d'innovation vous êtes en train de mener et quels sont les champs que vous avez à couvrir pour bien identifier ces incertitudes à travailler et vous puissiez poser ces hypothèses de travail le plus tôt possible et organiser donc étape par étape leur validation sur le terrain. Alors voilà, on va lancer un premier sondage déjà en fait sur quel est votre projet aujourd'hui, il est à quel stade? S'il est au stade de l'idée, au stade du prototype, ou est-ce que vous êtes aussi peut-être une entreprise avec une amélioration de produits existants? Donc, l'innovation dans un premier axe, en fait, juste pour poser un peu le décor, elle est multifacteur, elle est interactive entre plusieurs sphères. Et en l'occurrence, voilà, comme je le disais, c'est entreprendre en monde de l'incertitude. On est amené pour l'innovation, donc c'est vous amener pour la première fois un nouvel apport au marché, un apport qui est supérieur à des offres existantes, et ça peut être porté soit par du hard, du produit, soit par du service, soit par un process, un procédé, soit par un business model, ou bien aussi encore une organisation. Et effectivement, dans tout ça, toute cette nouveauté, c'est de l'incertitude, mais comme on l'a vu un peu préalablement, c'est autant de foyers, d'occasions de trouver de belles opportunités. C'est plutôt différent, effectivement, je dirais, d'un projet entrepreneurial, plus sur un produit connu, qui est déjà connu, sur lequel vous seriez sur un marché en croissance et il faut venir prendre une part de gâteau sur ce marché-là, et plutôt avec des modèles éprouvés. Sur lequel vous avez d'un côté des offres concurrentes, de l'autre côté un marché qui croît, une structure de coûts, une structure de revenus. Voilà, innover, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en même temps, comme on l'évoque aussi, euh, globalement, vous allez innover parce que vous allez rendre la vie de vos utilisateurs plus simple, plus facile, et c'est dans des interstices comme ça que vous allez croiser, hybrider votre solution innovante. C'est ce qu'on voit juste après. L'innovation, il y a multiples formes. On a par exemple là ce déroulé ou cette trame en fait de Dublin qui nous parle de 10 types d'innovation. Elle peut être portée soit par effectivement votre structure ici, voilà, produits, vos réseaux, vos partenaires, vos process. C'est aussi dans votre offre en y mettant plus de performance, plus de durabilité, par exemple, ou aussi en hybridant du service. Et puis, dans tout ce que vous apportez aux clients, que ce soit avec plus de services, plus d'images, de marques et tout ça, des canaux différents. Enfin, voilà, des multiples voies pour innover. J'aime aussi, je dirais, présenter aussi toutes les opportunités et toutes les choses que vous pouvez faire pour innover. C'est aussi, sur ces trois angles de vue, être capable de croiser une certaine nature d'innovation, l'objet de l'innovation, c'est-à-dire sur quoi elle porte, et aussi son intensité. Exemple, elle peut être donc de nature technologique, portée sur votre process, et puis être de rupture, ou bien être incrémentale, ou bien être en combinaison, et puis elle peut porter sur vos produits ou sur votre business model, et puis elle peut être beaucoup moins technologique et être d'usage. Voilà comment fleurir toutes les potentialités, toutes les combinaisons que vous pouvez avoir. Donc c'est en ça que c'est un peu complexe, effectivement, complexe et riche pour faire sa propre cuisine. Ne serait-ce que sur un axe qui est l'innovation technologique, vous êtes, vous êtes peut-être familier de cette échelle des TRL, de Technology Readiness Level, très utile pour vos dossiers de crédit impôt recherche ou vos dépôts de projets Horizon, Europe et autres. Donc là-dessus, c'est encore une nuance, par exemple, sur un axe technologique, de l'amont sur la recherche et de l'aval vers le marché. Je passe rapidement,
moins l'objet de ce que l'on va développer aujourd'hui. Donc, l'innovation, comment la modéliser? Par exemple, ici, avec un business model Canva, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de process, on a parlé de relations clients, on a parlé d'apporter du service. Eh bien, par exemple, ici, le business model Canva vous aide à poser vos hypothèses, vos nouveautés dans tout ça. Alors, vous pouvez effectivement aller vous adresser à des segments très niches, voilà. Vous pouvez y aller avec de nouveaux cadeaux. Bien sûr, c'est votre proposition de valeur en premier qui elle, doit être différente en fait de ce qui existe. Et puis, vous avez tout le côté gauche ici qui est votre back-office, si je puis dire, vos activités back-office. Donc, ça peut être des nouveaux liens avec des partenaires et ainsi de suite. Donc, c'est effectivement en croisant de la nouveauté dans tout ça, c'est là que vous allez fixer vos différentes hypothèses et que vous allez créer votre magic sauce, ce qui fait votre différence, ce que vous serez à même à un moment de pitcher devant un investisseur éventuellement si vous êtes une start-up ou même une PME qui a un gros projet de développement. Alors, une fois posé ces bases sur l'innovation et toute sa multiplicité, sa complexité, mais en même temps son intérêt, voilà, on va passer à une deuxième séquence qui est plutôt sur l'importance de bien comprendre les besoins de l'utilisateur final. Comme on l'a vu, c'est souvent dans ces interstices-là, vous allez pouvoir aller fixer, voilà, fixer votre idée d'innovation. Et là, on va aussi vous poser une deuxième question de sondage bientôt, là, en fait, qui est quelle est la nature de votre innovation aujourd'hui? Si elle est plutôt sur le produit, sur du logiciel, sur du service. Donc, c'est Marie-Anaïs qui va vous envoyer ça dans le chat. Alors, une des premières priorités, effectivement, c'est déjà de pouvoir valider le problème solution fit ou voilà, l'adéquation entre l'idée que vous avez et le problème de vos utilisateurs. Donc, un des premiers points, c'est déjà même en mode écoute des problèmes, d'aller rencontrer votre cible. Comment elle fait aujourd'hui? Quels problèmes elle rencontre? Et déjà de ces premières observations, est-ce que cela confirme mon idée d'innovation? Par exemple ici, hein, voilà, hein, si vous vous intéressez à l'expérience café, à passer un moment convivial, fournir une nouvelle machine, une nouvelle matière café, une capsule, un café bio ou autre, eh bien, voilà, je vous invite là, et c'est important effectivement que vous alliez vous immerger dans des moments où on va prendre le café, en entreprise, au bar PMU, à l'association du club pétanque, ou bien si vous êtes plutôt machine, eh ben, vous allez aller voir un peu aussi les équipementiers qui fournissent les bars et restaurants pour bien comprendre voilà, quels sont les problèmes rencontrés aujourd'hui. Premier point, important d'aller rencontrer sa cible sans pour autant avoir un concept ou une idée ou un proto dans la main. Deuxième point, pour bien, je dirais, profiler aussi votre offre produit en face du besoin utilisateur, je vous invite là, par exemple, aussi à utiliser la matrice, par exemple, de proposition de valeur issue du business model Canva. Donc, on voit brièvement ici que voilà, c'est sur la colonne principale de proposition de valeur qu'on va développer des choses et sur la colonne de droite qui est le segment client sur lequel on va prendre une typologie, un segment, et on va d'abord s'intéresser à bien connaître notre client, la vie, les tâches en fait qu'il a à exécuter. Et de cela, on évoque en le rencontrant aussi effectivement tout ce qui peuvent être ses pain points, ses douleurs aujourd'hui, comment on peut aussi bonifier des choses qu'il a à faire et apporter plus de résultats. Et c'est avec cette bonne étude ici de votre utilisateur que vous allez être capable d'affiner la proposition de valeur à gauche ici avec des produits, des services qui soulagent les douleurs et qui maximisent les bénéfices. Un autre outil que j'aime bien utiliser en fait qui est le Lean Canvas. Il va avoir l'intérêt en fait qui va vous permettre de poser toutes vos hypothèses
que vous aurez à aller vérifier sur le terrain. J'ai utilisé là un format en fait qui présente une numérotation, qui présente voilà ici un côté produit et un côté marché. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse d'abord au problème que rencontre votre cible utilisateur. Bien sûr, on détermine aussi quels sont les clients cibles et quel est le segment sur lequel on s'adresse. On travaille la proposition de valeur qui fait le lien entre les deux. Et vous pourrez trouver aussi sur Internet, par exemple, des trames de ligne canvas qui sont aussi enrichies de deux points que j'ai mentionnés ici. Sur cette trame numérotée un peu remplie en français, là voilà, je n'ai pas trouvé ce point. Mais ici, voilà, sur le problème, important, c'est voir aussi déjà les solutions alternatives, les solutions existantes. Votre client, prospect, utilisateur, ben, il ne vous attend pas pour régler son problème. Aujourd'hui, il a des solutions, soit directes, une concurrence directe, soit des moyens de façon indirecte pour répondre à son problème. Donc, intéressez-vous et étudiez en fait voilà, renseignez ces solutions alternatives. Et ici, du côté des segments, un côté aussi qui est bien dans le Lean Canvas, c'est que vous pouvez aussi fixer quel est le segment qui sera le premier adopteur de votre solution. Ça peut être, voilà, je dirais un segment qui va vous aider à percer et à mettre au point en fait votre idée, votre concept, votre proto, votre solution. Voilà pour cet outil que je trouve très adéquat pour développer un projet innovant et poser ses hypothèses. On peut faire la transition aussi avec tous les apports du design thinking, et parce que le côté produit ici, c'est de la faisabilité technique, le côté marché, c'est de la désirabilité de vos utilisateurs, de votre marché, et le cartouche au fond, en fait, c'est toute la viabilité économique qui va s'y inscrire ici. Alors le design thinking, effectivement, il nous apporte ça aussi, c'est que votre innovation, elle est aux confins d'une désirabilité d'un marché et d'une cible. Elle est aux confins aussi d'une solution qui est faisable techniquement. Et on parle d'innovation ou d'innovation produit ce matin. On est à l'usinerie Partners, donc on parle d'innovation industrielle aussi et d'innovation autour du produit et du service technique industriel. Mais elle est aux confins aussi d'une certaine viabilité. Et ce que je vous inviter à poser cela sur un Lean Canvas, c'est regarder son projet dans son ensemble. On voit de moins en moins, mais des projets qui étaient menés un petit peu plus en couloir, je dirais, sur un simple couloir de technologie pendant un an. Puis on on sort un petit peu et on rencontre une cible. Puis après, à un moment donné, pour en faire une entreprise, on a besoin d'argent et on fait ça en linéaire. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est faire ça en synchro et de faire ça en spirale virtueuse. Tantôt, vous allez sur votre marché, vous revenez, vous avez des enseignements sur les fonctionnalités à mettre en place et vous checkez aussi des éléments sur le prix. Donc, un autre apport du design thinking aussi nous amène à dire, voilà, sur cette image en double diamant, c'est quelques principes en fait que je vous passe là ce matin avec et quelques principes, je dirais résumés quoi en fait de ces thématiques. Mais d'abord une approche du problème, puis une approche de la solution, et puis voilà, aller rencontrer votre cible de façon très exploratoire, en découverte. Vous ouvrez le champ des possibles. Puis vous revenez en synthèse, effectivement, avec des douleurs rencontrées, et ainsi de suite, ce qui fait plutôt un peu ici des insights pour nourrir un cahier des charges d'idées et ainsi de suite, et d'idées et de solutions. Là, vous développez de la créativité, vous revenez en interface avec votre marché, vous en faites une solution qui est un petit peu plus rodée. Donc, c'est d'abord le problème avant de penser solution, quand on va rencontrer son marché. Et c'est une alternance de j'ouvre et je tire des conclusions. Le Lean Startup aussi nous amène cela. Globalement, c'est un cercle vertueux, quand je disais tout à l'heure la spirale vertueuse.
c'est faire des itérations entre je construis, je vais sur le terrain, je mesure, j'apprends des choses et je reviens et je fais une nouvelle évolution et ainsi de suite. Et donc, si vous faites ces cercles-là, autant sur de la technique que sur du business, que sur du marché et du besoin et tout, c'est là que vous allez faire grandir effectivement votre solution. Alors, ces itérations, ben, vous le faites d'abord en sortant, en allant voir les problèmes, puis en allant proposer un peu votre idée, puis votre concept, puis vous pouvez y venir avec une maquette, un MVP, minimum viable product, on va y venir un petit peu après, et puis votre prototype un petit peu plus construit, étoffé un peu plus tard. Alors, c'est le moment, effectivement, de pouvoir passer la parole à Laurent, qui va se présenter et puis qui va nous parler un petit peu voilà, de comment il a rencontré sa cible, quelle était la nature de l'innovation. Voilà. À toi, Laurent, je poserai peut-être D'accord. quelques questions au fur et à mesure. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être bref. Notre métier au départ, on est conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses. On audite des sites, des véhicules, des sites industriels, des centrales nucléaires, etc. On avait besoin d'un outil spécifique pour exercer plus facilement notre métier. Lorsque les gens qui sont conseillers à sécurité chez nous ont exprimé ce besoin-là, j'ai dit c'est pas compliqué, on va acheter un outil qui le fait. Et quand on a voulu acheter un outil qui le fait, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé en France, on n'en a pas trouvé en Europe, on n'en a pas trouvé sur le continent asiatique, on n'en a pas trouvé sur le continent américain. Donc on a pris la décision en 2019 de le faire nous-mêmes. C'est une fois qu'on avait fini qu'on avait compris pourquoi jamais personne l'avait fait avant. Donc on a créé une application, une solution digitale qui a pour objectif de remplacer toutes les procédures et tous les modes opératoires papier, liés bien sûr à notre métier. On a travaillé à peu près pas loin, on a à peu près 3000 heures de travail pour construire l'application, puisqu'à peu près 19 000, c'est des mélanges de combinaisons. On a pris une réglementation internationale et on en a fait des moteurs de règles. Donc on a une solution qui est techniquement, en termes de sources, extrêmement complexe. C'est pour ça que jamais personne l'avait fait avant d'ailleurs. En termes de témoignage, ce qui est important, c'est que une fois que l'outil fonctionnait, donc les premiers adoptants, ça a été notre personnel, nos conseillers à la sécurité qui l'ont utilisé auprès de nos clients. Donc on avait déjà des retours d'utilisation, des retours utiles en termes d'amélioration de produits, de conception, etc. Ce qui nous a amené à se dire, tiens, on l'a fait pour nous. Pourquoi est-ce qu'on ne le partagerait pas avec les autres, puisqu'on est quand même quelques milliers à faire notre métier dans le monde. On a donc décidé de créer une société, de le commercialiser. C'est-à-dire que quelque chose qu'on avait fait pour nos besoins à nous, on va le proposer au marché. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est pas parce qu'un truc est génial que ça marche forcément chez les autres. Hein. Ça a très bien marché chez nous, et chez les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a fait appel à Serge pendant quelques temps. Alors Serge, il est bien parce qu'il défriche tout de suite le truc. C'est-à-dire, nous, on est venu chez Serge, on a dit ouais, attends, notre produit il est génial et tout. Il nous a dit pap, 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 pap. C'est pas comme ça que ça marche. D'abord, vous allez nous montrer que les clients, ils ont envie de votre produit. Ah. Donc, on a commencé par là. Donc, on a eu un accompagnement de Serge qui a duré 6 ou 8 mois, qui était bien utile, qui était bien nécessaire. Alors, malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, on a concouru au ministère des Transports et notre solution a eu le prix, est lauréate du prix de l'innovation 2023 du ministère. Du coup, on a eu une espèce de dynamique et d'accompagnement par le gouvernement, enfin par le ministère des Transports et par le ministère du Développement durable. En parallèle de ça, on est rentré dans Quest for Change, qui est un petit peu l'accompagnement des startups innovantes dans l'Est de la France. Donc, du coup, ça faisait double emploi avec l'accompagnement de Serge VC.
Mais on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire ce que nous a dit Serge pendant les 8 mois, on l'a retrouvé exactement en accompagnement collectif et individuel des startups. Peut-être, Ouais, Laurent, justement s'il y a besoin de précision, je ne sais pas trop quelles sont voilà. les informations importantes pour les gens qui nous écoutent. Mais peut-être aussi, justement, comment tu avais fixé au début quels seraient les utilisateurs cibles. Voilà, ton premier Ouais. pas, par exemple, Alors sur les désamianteurs et le fait voilà. que on a travaillé après d'autres segments cibles aussi et d'autres, des questionnaires et des choses comme ça. Ouais, ouais, on sait. Alors, vous verrez, d'après les sondages, j'ai vu que vous en êtes beaucoup déjà, rien qu'aux idées, vous verrez, on fait beaucoup d'erreurs et on se trompe. On se trompe, notamment sur les cibles. On est parti du principe, nous, que comme la solution était absolument géniale, comme toutes les solutions que chacun invente, on s'est dit qu'une partie de nos clients ou une partie des utilisateurs potentiels de la solution allait l'adopter de suite. C'est un petit peu. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire du docteur Nock. Docteur Nock, il disait qu'un malade, enfin, un, un bien portant est un malade qui s'ignore. Donc nous, on s'est dit aussi que les gens étaient des gens qui n'étaient pas conformes et qui ignoraient qu'il fallait qu'ils le soient. Mais ceux qui ne le sont pas, ils le deviendront pas. Donc on n'a pas pu évangéliser en quelque sorte l'utilisation de notre outil. On s'est trompé de cible au début. Et on s'est trompé de cible, on est parti sur une certaine cible, on s'est dit que eux, il leur faut, ils en ont besoin, c'est obligatoire, et ben ils l'ont pas adopté. Donc, avec Serge, on a reciblé en fonction d'autres critères. On a resegmenté le marché avec lui. Et là, il a vraiment mis le doigt où ça nous a fait mal. Hein. Mais il avait raison. On est arrivé à la conclusion qu'on attaquerait, au lieu d'attaquer des désamianteurs, on attaquerait plutôt le marché des citerniers et des produits chimiques. Hein, chose qu'on n'avait pas du tout envisagée au début, eh ben, il avait raison. Et l'accompagnement start-up de la région Est est arrivé aux mêmes conclusions avec nous, donc on a changé de segment. Est-ce que c'est ça que tu souhaitais, Serge, que je précise? Oui, oui, parce que on aura une deuxième tranche en fait sur lequel après peut-être les retours questionnaires et tout, Mhm. mais il me semble que c'est bien pour cette première partie, quoi, voilà. Et D'accord. effectivement, on avait aussi fait le choix en fait de travailler ensemble, c'était pour aller vers directement une levée de fonds et vers parce que vous m'aviez dit que vous aviez des clients déjà un peu captifs, quoi, voilà. Peut-être tu peux aussi parler peut-être de ce côté client qui n'en était pas totalement, peut-être. Oui, alors on pensait à, on commet toujours des erreurs quand on commence. Et comme on était sur des marchés, on connaissait bien le marché, on connaissait bien les clients, on connaissait bien les profils. Plein de gens ou plein de nos clients déjà existants, puisqu'on est à peu près dans les 400 clients en formation et en accompagnement audit à travers la France, ils ont dit ouais, ouais, génial, on prend. Tout le monde prenait parce qu'effectivement, ils étaient séduits par le produit. Et mais quand il fallait passer à la concrétisation de l'utilisation quotidienne, c'était plus pareil. Donc, on était parti d'une preuve de marché qui, en fin de compte, n'était plus une. Et lever des fonds, on ne lève des fonds et on nous accompagne et les entreprises n'investissent que si il y a eu ce qu'on appelle une preuve de marché. C'est-à-dire si on est sûr ou quasi certain, c'est-à-dire si on a dérisqué en fin de compte le marché. Donc on l'a dérisqué maintenant. C'est bon, on y est. Mais à l'époque, on n'y était pas. Voilà. Est-ce que j'ai Très répondu à bien, la Laurent. question, Serge? Oui, 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 très bien. Ouais, je pense voilà, c'était important de passer par là. On passera justement un peu de temps dans la deuxième séquence sur le comment, les interviews, tout ça et tout quoi. Voilà. Je pense que c'est bon, on peut enchaîner. Alors, entre-temps, on a vu effectivement que vous êtes plutôt au stade de l'idée majoritairement, et globalement, vous venez plutôt avec des projets innovants qui portent autour du service majoritairement aussi, et un peu de produits quand même. Je crois que c'était les deux premières barres, me semble-t-il, du sondage numéro 2, c'est ça? Effectivement, sur le service, produit, process organisation.
Mais principalement service. Alors, service à 60% et produit à 20% et un peu sur du process organisation aussi à 20%. Merci pour vos réponses au sondage. Voilà. Et majoritairement au stade de l'idée, je crois, c'était 70%, il me semble. Voilà. Alors, on va continuer avec une notion, enfin deux notions de marketing de l'innovation, qui est à la fois voilà, pouvoir valider son marché et pouvoir aussi travailler sur comment l'adoption va se faire auprès de votre marché. Donc il y a peut-être on va aussi vous poser peut-être une question dans le chat là autour de comment vous y prenez avec vos utilisateurs et vos segmentations de marché, peut-être. Donc ici, on va regarder à la fois comment on valide la promesse d'un côté et comment on lève des freins d'adoption. Alors, globalement, voilà, un point qui m'est un peu cher aussi en marketing de l'innovation, et d'où l'idée d'aller enquêter, sonder, rencontrer son marché, ses utilisateurs, c'est que globalement, vous allez donner un peu de l'épaisseur et du coffre s'il y a à la fois en valeur la réponse à un besoin qui est assez intense, une douleur quand même que vous allez rencontrer auprès des utilisateurs, et si globalement, à la base aussi, vous arrivez à élargir ça pour une cible qui est un petit peu épaisse, donc que ce besoin soit partagé. Il y a justement, c'est avec ça que vous allez pouvoir capter une valeur de marché. Il y a un écueil ici que l'on peut avoir en fait, ça peut être de sortir une solution qui est un peu trop couteau suisse. J'aime bien quand les couteaux suisses peuvent avoir leur utilisateur en besoin, mais voilà, le danger, c'est que vous allez rencontrer des gens qui veulent ouvrir des bouteilles et vous dites, tiens, il faut qu'il y ait une fonction de tire-bouchon. Vous allez rencontrer quelqu'un qui veut se limer les ongles et on va mettre une fonction lime à ongles. Vous allez rencontrer un bricoleur qui veut un tournevis, un autre qui veut une petite scie et tout, mais souvent, quand même aussi, la valeur, c'est pas forcément l'empilage des fonctionnalités. Et là, justement, vous allez avoir à travailler sur quelles sont les fonctionnalités importantes que je mets, et tout ça en lien avec votre base, votre segment. Et c'est vraiment en faisant ces carrés là, ou ces cubes, quoi, que vous allez faire le lien entre eh bien un segment d'un côté, un segment qui partage ce besoin, et de l'autre côté un besoin qui va être intense et partagé. Parce que la difficulté, c'est que si vous faites le couteau suisse, à empiler les besoins et les fonctionnalités, vous allez aussi souvent arriver à la fin à une inéquation économique où globalement le prix de revient de votre solution un peu multifonction, elle va pas coller après du tout avec le segment sur lequel il veut juste un tire-bouchon et un tournevis. Voilà. Donc là-dessus, c'est là qu'il y a l'importance aussi de bien segmenter en fait son marché pour pouvoir aller capter des poches de valeur bien adéquates. Et ainsi, vous allez faire une innovation qui est viable en fait. Alors, justement, pour aller tester au fur et à mesure, on a vu, on sort éventuellement au contact de son marché, de ses utilisateurs, avec les questions sur le problème ou les problèmes rencontrés. On peut sortir avec des idées. Et à un moment donné, en itérant, vous allez construire ce qu'on appelle votre minimum viable product, le produit minimum viable. Et quand on dit viable, justement, c'est qu'il a un peu les différents ingrédients de la viabilité. Ce n'est pas le produit qu'on voit à gauche, où on y met un petit peu les fonctions, mais on ne s'intéresse pas trop à l'ergonomie, l'usage, même l'image. Donc, il vaut mieux y aller avec un MVP qui soit plutôt une tranche verticale de ce que vous allez mettre en fonctionnalité, en fiabilité, en ergonomie, en design et tout. Et donc, c'est vraiment avec cela et en priorisant justement par rapport au segment qu'on a vu précédemment, en allant vraiment sur une valeur en face d'un besoin majoritaire, quoi, que vous allez interroger votre cible, vous allez aller lui présenter un MVP comme ceci. Alors, donc, l'autre point,
c'est qu'on va être amené là justement à bien aussi distinguer ça de la partie adoption en fait. Et dès qu'on parle adoption de l'innovation, c'est du nouveau. Donc tout le monde se jette pas à corps perdu ou à bras raccourcis sur ce qui est nouveau. Il y a certains réflexes. Et ça, on va le regarder du point de vue de votre client et plutôt en fixant des choses avec un persona. Un persona, ça va être un profil de votre segment, mais sur lequel on va qualifier un peu ses comportements d'achat, ses réflexes, comment il est influencé, quel est son cadre d'utilisation. Et alors, votre persona et votre client type, il a aujourd'hui son produit actuel. Il a le choix, effectivement, de continuer tout droit et de pas prendre votre innovation. Vous allez, avec les exercices, le MVP et ainsi de suite, lui présenter votre innovation avec plus de performance. C'est innovant. Vous allez pouvoir lui présenter que, effectivement, ça soulage, ça bénéficie, enfin, il y a plein de bénéfices en face de tout ça. Et notamment si votre utilisateur il a des intensités d'utilisation, eh bien ça sera d'autant plus bénéfique. Mais pour passer d'un rail à un autre, eh bien effectivement il y a un changement. Et là-dessus, il peut y avoir des douleurs aussi et des choses à aller sonder. Et donc, c'est important que vous puissiez aller aussi capter ces substances sur le terrain, voir qu'est-ce qui peut le freiner pour adopter tout ça. Alors, c'est là que je distingue le côté validation d'un côté, qui est le côté plus intrinsèque de la performance. On compare deux voitures à performance égale, quoi, en fait. Et puis, par contre, c'est si on est innovant et finalement c'est une voiture électrique ou autre et avec des changements de comportement, eh bien, il y a le côté adoption en fait qui est à travailler. Alors justement, à travailler cela, il va falloir aller aussi valider que les bénéfices que vous validez et qui sont optimisés d'un côté dans l'utilisation l'emportent majoritairement sur, bien sûr, ces freins d'adoption que vous pouvez avoir. Oui, je pouvais illustrer un tout petit peu ce point. Je suis sûr que vous avez plein d'illustrations en tête. Mais par exemple, moi, pour passer de solution Windows à solution Apple, je peux être intéressé, par exemple, par toute l'ergonomie et toutes les fonctionnalités qui sont développées par la marque Apple. Néanmoins, pour migrer tout mon environnement de travail, mes applis logiciels et ainsi de suite, eh bien, j'ai quelques résistances à embarquer tout ça. C'est ce que j'appelle là l'adoption. Donc, ce travail-là, effectivement, là, après ces équilibres-là, on va aller les travailler vraiment par segment, en fait, et avec éventuellement même plusieurs personas dans un segment, parce que dont peut-être que effectivement Laurent pourra nous dire tout à l'heure. Voilà, on va voir les citerniers maintenant dans le segment citernier, on va les voir. Mais en même temps, on a aussi des personnes qui vont être plus enclins à adopter notre solution que d'autres. Il y a un côté un peu persona dans la cible des citerniers. En effet, l'adoption, ici sur ce graphe de Geoffrey Moore, là, qui est sur l'adoption des nouvelles technologies, justement, il nous présente, il y a même un bouquin qui s'appelle Cross the Chasm, en fait, qui présente ce fossé qu'il peut y avoir et qui est un écueil ici, là, que vous pouvez rencontrer aussi, c'est que sur lequel, j'allais dire, on peut s'étaler, c'est tomber, ou s'étaler aussi dans le temps, en fait. Donc, on peut avoir toute une première partie d'early adopteurs, de geeks ou de gens qui vont être peut-être attirés par certaines fonctionnalités et tout ça. Ça ne veut pas dire que vous avez fait tout le job justement pour entraîner ce qu'on peut appeler une majorité éveillée, une majorité captive, mais une majorité qui n'embarquera quand même qu'avec certains freins levés. Et donc, il faut aller pouvoir étudier ces freins ici, là, voilà. Et là, même dans ce bouquin, on évoque aussi le fait qu'il y a une allée bowling, c'est-à-dire qu'il faut bien choisir son couloir aussi pour décoller et son segment. Voilà, on revient sur la segmentation là-dessus.
Donc voilà, c'était le petit éclairage sur l'adoption. Alors pour résumer justement un peu par rapport à ça, on a parlé tout à l'heure d'un côté, en fait, il y a la valeur, l'intensité du besoin, de l'autre côté, il y a le besoin partagé. Je pourrais dire que pour aller capter la valeur sur un segment, eh bien, il faut à la fois travailler sur le socle en bas, qui est un peu la taille du segment, et donc pouvoir embarquer le maximum de population en fait dans notre segment pour adopter l'innovation. Et bien sûr, comme on l'a vu aussi, aller tester avec des MVP et tout ça, aller tester l'usage, les bénéfices intrinsèques et avec un peu d'expérience client aussi hein, autour des usages et tout ça. Et oui, je ne l'ai pas évoqué, il y a le prix, effectivement. Alors le prix, c'est dans la balance précédente, là, il est un peu des deux côtés. Parce que effectivement, on peut avoir dans le côté utilisation, donc les bénéfices directs à l'utilisation, ben, j'évoquais la facturation à l'usage dans la slide précédente, là par exemple. Ça peut être effectivement quelque chose qui va faciliter l'adoption, surtout si vous levez je vais peut-être revenir juste sur ça. Voilà. Là, vous avez euh, là, voilà, du côté gauche, vous avez par exemple, si vous facilitez si les frais de setup sont faibles, si vous avez des solutions plutôt plug and play, interopérables, si vous avez des engagements, des possibilités de test ou de rétractation, si la personne qui embarque peut récupérer ses données ou autre, mais ça va faciliter l'adoption. De l'autre côté, effectivement, dans les bénéfices et valider et l'optimisation, ben, vous avez voilà, cette expérience client, l'usage, vous avez les performances intrinsèques, en fait, la productivité qu'on va apporter, voire effectivement ici un coût qui est directement lié au bénéfice, quoi, en fait, si vous facturez à l'usage, par exemple, si on est un peu plus dans du service, quoi, voilà. Donc voilà, ces notions-là d'adoption et de validation pour revenir là-dessus, et notamment sur l'influence du prix. Donc, dans le market validation, là, il y a le côté consentement à payer aussi. Il y en a en partie dans l'adoption, surtout si on est en investissement matériel en bas. Voilà. Pour une entreprise viable, en l'occurrence, ben voilà, c'est là qu'on va aller avec ces deux travaux-là, avec ces deux axes que vous allez travailler pour maturer votre projet, le dérisquer. C'est là que vous allez être capable de capter de la valeur, donc sur les fameux segments de marché qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, pour résumer dans tout ça, on a, voilà, par exemple, cette chaîne-là. On a peu parlé peut-être du côté technique, et effectivement, aujourd'hui, là, dans ce webinaire, sur la faisabilité technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que menez bien le côté technique en même temps que vous menez le côté désirabilité et le côté viabilité économique. Et je vous fais confiance pour déminer, je dirais, chemin faisant, tous les sujets techniques qui se présentent à vous. C'est plutôt le réflexe de base, en fait, je dirais, d'être sur un couloir qui est que trop technique, quoi, là. Donc là, ici, pour revenir justement sur un projet plus géré dans son ensemble, comprenant la technique, le business et la finance, quoi, en fait, voilà un peu en quelques 5 étapes, quelque chose que je pourrais vous proposer de garder un peu en mémoire. Donc, ce côté market validation, où vous allez d'abord regarder problème-solution, puis votre produit marché, bien travailler votre segmentation, éventuellement faire des gammes de couteaux tournevis et décapsuleurs, et puis des gammes de bricoleurs avec la scie. Et voilà, donc gammer éventuellement votre produit. Allez tester tout ça avec le MVP. En deuxième lieu, sur tout ce qui est adoption, ben, un travail sur les personas dans chacun des segments et voir quels sont les freins et puis valider le pricing et dans cette première phase et dans cette deuxième. Mais voilà, c'est au bout de ces deux phases qu'on doit avoir une bonne évaluation du pricing. C'est le troisième cercle que je vous disais, la viabilité économique. Il faut arriver à l'encapsuler en même temps, en fait, ici, là.
Après, vous passez à un process qui est process de vente et je vais rajouter le côté opérationnel, bien sûr, pour délivrer. Mais bien sûr, là, on finalise le business model, on regarde quels sont nos différents canaux de distribution, comment on va nourrir du relationnel client, quel est notre marketing mix que l'on va euh, poser, en fait, pour se positionner sur le marché au regard de la concurrence. Et après, là, vous commencez à outiller, je dirais, quelle va être votre roadmap marketing et, euh, et vente. Prioriser les segments. On l'a vu tout à l'heure là, avec voilà, le graphe de Geoffrey Moore. Hein, il y a la bowling alley derrière. Il faut choisir un peu sa bataille pour décoller. Pas forcément mener tous les segments de front, pas partir qu'avec un, parce qu'il faut pouvoir expérimenter deux, trois voies quand même et pouvoir comparer un peu comment ça réagit dans deux, trois voies parallèles, mais les avoir bien distinctement, ces voies, et avoir donc une segmentation qui est bien travaillée. Organisez votre force de vente, des supports de vente, un funnel de vente si vous êtes plus en digital et ainsi de suite. Et après, go, vous partez sur une action commerciale intensive avec des bases, du gros hacking, voilà, des démos présentielles, physiques plus importantes ou du gros hacking digital, voilà. Voilà un petit peu 5 clés là-dessus, 5 étapes clés pour moi. On va repasser à un moment d'échange avec Laurent qui va nous parler un petit peu de justement qu'est-ce qui se passe quand on rencontre les citerniers, quand les différents personas rencontrés, comment on valide, comment on traite le côté adoption. Laurent, si tu veux bien nous dire quelques points là-dessus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, Quelque chose sur lequel Serge avait insisté, c'était ce qu'on appelle des interviews terrain. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de contacter, que ce soit par téléphone, par écrit ou même en présentiel, euh, les gens qu'on a définis comme cible. Donc, par exemple, pour nous, ça a été les citerniers qui font du produit chimique et des hydrocarbures. Donc, on a essayé d'interviewer un maximum d'entreprises, des petites, des grandes, des PME, des ETI. Et je vais vraiment insister là-dessus. C'est essentiel. C'est vital, c'est essentiel. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais ça a changé notre manière d'aborder le marché. Ça nous a ouvert des perspectives euh, dans l'échange qui doit durer à peu près 30-45 minutes. Les clients se livrent et ils vous donnent des idées auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Ils expriment des douleurs qu'on n'avait même pas imaginées. Des gens vous disent mais oh ouais mais là j'en ai marre, là j'en peux plus quoi. Et mais c'est important d'interviewer les bonnes cibles et les bonnes personas. Donc, pour vous, c'est identifier quelles sont les personnes qui seront les plus à même d'adopter et de comprendre et d'exprimer les douleurs qu'ils peuvent ressentir et les personas auxquels peuvent s'adresser votre produit. Franchement, les interviews, faites-en, mais 50, je crois que nous, on doit être à 82 interviews alors qu'on avait déjà des preuves de marché. Et ça aide énormément, ça aide à, à détecter des pistes ou des segments de marché qu'on n'aurait pas imaginé. Ça permet aussi de détecter des freins. Beaucoup de gens nous ont dit ah bah oui mais nous notre zone notre industrie elle est en Atex, on n'a pas le droit d'utiliser une solution digitale chez nous, ou nous ont dit attention nous on fait partie du ministère de la Défense, on n'a pas le droit d'utiliser une connexion internet. Donc les interviews permettent effectivement de détecter énormément de pistes ou de freins aussi. Donc bah c'est pas grave les freins, c'est pas grave. Si vous avez un frein, vous passez à autre chose, c'est pas grave. Il y a le marché est assez grand pour pas essayer de convaincre ceux qui veulent pas. Ceux qui veulent pas, on passe à quelqu'un d'autre. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore apporter comme information là-dessus, Serge?
Peut-être donner un éclairage sur tu as parlé un petit peu de la solution, mais par exemple, voilà, sur le côté fonctionnalité attendue, quels ont été les enseignements de ces Ouais, interviews? Et puis sur les profils persona, l'adoption, quels ont été aussi les enseignements de ces expériences d'interview, ouais, rapportées à ta solution après. Ouais. ouais. Alors il y avait et là il y a plusieurs questions. On va déjà essayer de les prendre dans l'ordre. Euh, alors le persona, alors tout dépend de la solution que vous proposez au marché. Nous, notre solution est une solution réglementaire pour éviter que les chefs d'entreprise ou des responsables QHSE ou des responsables d'établissement aillent en prison ou soient verbalisés. Donc, il a fallu s'adresser à des personas qui, eux, risquent d'aller en prison s'il se passe quelque chose. Donc, on a déjà ciblé les responsables HSE, les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont un mandat social, les directeurs généraux, les présidents directeurs généraux, les gérants, etc. d'entreprise. Et ensuite, Serge, la deuxième question, c'était? Sur les fonctionnalités, peut-être, est-ce que ça vous a permis de Ouais. faire le tri Alors, tout à fonctionnel fait, sur ouais, la ouais. solution? Une information importante qu'on a retirée de ces interviews, parmi beaucoup d'informations importantes, c'est le temps. C'est le temps consacré à l'utilisation de l'application en lieu et place de la méthode papier qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ce qui est ressorti, c'est que tous les gens voulaient une solution qui soit utilisable en moins de 8 à 10 minutes. Notre solution, notre MVP que nous utilisons au quotidien, nécessite 12 à 15 minutes. Donc, on a du coup on a envisagé, on est en train, c'est quasiment fini, puisque les interviews ont eu lieu cet été. On a fait une solution de paramétrage et de configurateur, c'est-à-dire que le client, c'est toujours le même outil, hein. C'est juste l'histoire du couteau suisse, sauf qu'on a enlevé la lame, on a enlevé le tire-bouchon, il n'a plus que le couteau et la lime-ongle. Mais c'est le même couteau au départ. Mais on fait penser au prospect ou à la cible qu'on a créé une solution pour lui parce qu'on l'a paramétré. Est-ce que ça répond à la question, ça, Serge? Oui, oui, très bien. Voilà, je pense qu'on va pouvoir enchaîner par rapport à cet éclairage-là. Vous pouvez nous poser les questions à la fois sur le contenu que j'ai développé et éventuellement penser à des questions que vous pouvez poser à Laurent s'il y a des choses que vous voulez clarifier à la J'ai fin. vu qu'il y a une main levée. Je ne sais Voilà. pas quelle est la question. Vous mettrez, ouais, je suggère Oui. peut-être qu'il y avait une main levée là en fait. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. On les prendra à la fin peut-être. Ouais. Ne pas hésiter à les écrire dans le chat. Écrivez vos questions dans le chat. En fait, on les prend dans la séquence derrière. D'accord? Alors, voilà, je reprends la main pour le final et on arrive bientôt à vos questions-réponses, effectivement. Je voulais, en abordant ce côté sur l'angle marché, je voulais quand même insister ou donner un éclairage sur deux autres points. Notamment, on est là en train de parler aussi peut-être un peu d'innovation industrielle ou d'innovation autour de produits, donc pas loin de la propriété industrielle et du brevet, et aussi donner un point sur le financement de l'innovation, avec trois réflexes quand même à avoir dans ces deux axes-là. Le premier sur la propriété industrielle, aussi la propriété intellectuelle, hein, ça peut être le code et tout. Là, Laurent nous en dira un tout petit peu quelques mots sur son expérience. J'ai souvent rencontré cette question, ce paradoxe qui est, oui, alors vous nous dites de sortir, mais en fait, comment on se protège et tout, voilà. Alors déjà, j'aurais envie de vous dire, faites et vous sortez et vous protégez. Mais comme on l'a vu dans un premier temps, sortir, c'est d'abord pour écouter des problèmes, pour rencontrer vos cibles, pour voir aussi comment ils font aujourd'hui, en fait, sans vous, voilà, parce qu'ils vous ont pas attendu. Donc vous allez déjà vous immerger dans tout ça. Vous n'êtes pas obligé de déballer votre brevet à la première interview venue. Justement, vous allez éventuellement y aller avec un concept,
C'est peut-être juste un croquis qui montre un peu la façon dont vous avez à recomposer sa tâche, son activité et avec quel bénéfice vous entendez apporter. Ça peut être dans des itérations juste après, mais c'est pas encore là que vous êtes obligé de vous mettre à nu et de montrer votre solution à nu. Et puis, bien sûr, il y a tous les bons réflexes que vous pouvez travailler avec votre CPI ou avec l'INPI d'abord, ou autre, ou avec une personne qui vous accompagne, sur des accords de confidentialité, l'accord de l'enveloppe solo, travailler des contrats avec vos partenaires, que ce soit avec un bureau d'études ou avec celui qui va vous réaliser un prototype, et puis bien sûr travailler aussi la brevetabilité et tout ça, le côté brevet à côté. Mais voilà, c'est pas forcément ce que vous êtes amené à mettre au grand jour. Voilà. Donc vous pouvez et sortir et se protéger. C'est important de dire que c'est possible de faire les deux. Et puis il y a le côté finance, où sur le côté finance, il y a des solutions pour se financer à chaque étape. On a vu là qu'il y avait un gros travail effectivement pour aller sur le marché. Ça peut vous sembler abstrait, immatériel et tout ça, mais c'est souvent des bases de dépenses qui sont éligibles dans tout ce que vous pouvez déposer dans un dossier d'innovation. J'ai encore croisé un porteur de projet lundi, en fait, qui me dit, voilà, je consolide une aide faisabilité innovation à BPI. J'y mets le designer, le concepteur, l'étude d'industrialisation, j'y mets l'étude de marché et tout ça. Et je lui dis, et vos heures, en fait, là, on se rend compte, là, on travaille stratégie, on travaille approche marché. Qu'est-ce que vous en faites de ces heures-là, en fait? Ah ben non, bah, je les ai pas mis, quoi, là. Et puis la première demande, en fait, voilà, le contact, on l'avait créé parce que entre les aides d'innovation qu'il avait, l'apport personnel et puis la propulsion sur le marché, il avait envie d'argent, enfin il fallait de l'argent, soit en haut de bilan, soit en bas de bilan, soit intéresser une banque, soit intéresser un business angel. Mais déjà, là voilà, par exemple, l'assiette de dépenses sur ces dépenses amont que sont l'étude du marché, des usages et ainsi de suite, mais il n'avait pas pris ça. Ouais. Et vous avez à votre disposition, sur un parcours qui va là, par exemple, de la création à justement de la croissance après derrière, sur de la création, donc vous pouvez mobiliser des bourses French Tech ou aides régionales, par exemple. Sur une étape de faisabilité, développement, mais il y a à la fois des aspects, enfin des parties qui peuvent vous être allouées en subvention, en avance remboursable, en prêt R&D. Vous avez tous les appels à projets, que ce soit France 2030, ADEME, les fonds européens, des concours. Donc ça va pouvoir vous aider dans des phases faisabilité et développement. Vous avez des phases après pour lancer votre innovation. Vous pouvez avoir le prêt innovation de BPI, par exemple, mais à la condition qu'on soit allé les voir aussi, qu'on aille les voir soit avec un brevet, soit avec une étude, enfin une demande d'innovation qui a déjà été faite au préalable. Bien sûr, quand vous allez aller vers l'aval, ben, vous pouvez faire soit du crowdfunding, contrepartie ou autre, ou aller chercher des prêts bancaires là, si vous êtes proche du marché. Et puis, si vous devez croître et lever des fonds, eh bien, oui, il va y avoir le crowdfunding equity ou du capital amorçage ou des business angels et tout ce que BPI aussi propose autour d'une levée de fonds, notamment par les prêts d'amorçage. Mais voilà ce que je voulais. Je ne vais pas trop développer en fait cette slide-là, mais c'est l'expérience que je vous disais du porteur de projet que j'ai rencontré lundi, quoi. En fait, c'est que souvent on peut voir des porteurs qui viennent en fait avec j'ai besoin d'argent pour mon proto complet, j'ai besoin d'une homologation complète, de la machine pour fabriquer mon produit, je dois faire des stocks, une documentation commerciale, un site internet, préparer mon marketing opérationnel, mes foires et tout ça. Eh bien, globalement, ça, dans une aide recherche, développement, innovation, de faisabilité, développement, c'est trop tard. Par contre, si vous avez travaillé toutes ces étapes de marketing validation, marketing adoption et tout ça, comme on l'a vu, rencontrer des utilisateurs et tout, eh bien, ce qui pourront être des études d'usage, des études de design, des études de marché, tout ce qui va être un peu études préliminaires de la faisabilité technique, de la maquette et tout ça, ça va être éligible. Et comme je le disais là dans l'expérience, le temps de management projet, le temps sur la stratégie de business model, ben oui, c'est éligible et ça rentre dans l'assiette, quoi, là. Donc voilà, ici, le message, c'est toutes ces études sont plutôt éligibles
quand vous en parlez en amont côté études, mais pas en aval sur ce qui est préparation d'action commerciale. Voilà, c'était un petit message sur le côté financement pour compléter notre propos de ce matin. Alors, juste, je vais laisser la parole brièvement à Laurent pour qu'il nous donne un petit spot retour sur la propriété industrielle, intellectuelle pour lui, et puis sur le financement. Voilà, alors c'est deux sujets bien distincts. Alors tout dépend de votre innovation, on peut pas tout protéger et on peut pas se protéger de tout non plus, ça n'existe pas. On peut faire des choses très très simples, hein, qui coûtent pas trop cher au début. Hein, si vous avez le nom d'un produit, vous protégez au moins le nom de domaine, vous achetez ça, ça vaut 10 euros. Franchement, vous en privez pas. Faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite. Vous avez une idée, vous achetez le nom de domaine. Ça coûte rien, ça vaut 5 euros, 10 euros. Vous en privez pas. Achetez-en plusieurs. La deuxième des choses, c'est que quand vous serez un peu plus avancé, vous pouvez, lorsque vous avez commencé à faire des codes sources, s'il s'agit d'une innovation type digital, vous pouvez aller ce qu'on appelle à l'agence de protection des programmes, où vous déposez vos codes sources. Et bien sûr, c'est payant, hein, ça vaut à peu près dans les 1000, on a dû payer dans les 2000 euros pour protéger les premiers codes sources. Ça va vite après, hein, les milliers d'euros. Hein. Après, vous pouvez aussi vous adresser à l'INPI. L'INPI, vous pouvez protéger parfois. Alors, on peut pas toujours protéger une marque, on peut pas tout faire parce qu'il y a des marques qui sont pas protégeables parce que ce sont des noms communs, etc. C'est un petit peu compliqué. Ce que je veux dire par rapport à la protection, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Éventuellement, payez quelqu'un pour vous aider, c'est pas grave, vous allez vous y retrouver. Sinon vous allez peut-être protéger des choses qui ne le sont pas, vous allez dépenser de l'argent pour rien, etc. Faites-vous aider, on peut protéger, on peut pas tout protéger, mais on peut faire certaines choses. Voilà ce que je voulais dire en substance par rapport à la protection. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Oui, enfin pour moi, Laurent, oui, c'est bon. Posez vos questions dans le chat si vous avez besoin d'éclairage, on y répond juste après. Et juste un petit éclairage sur le Sur le financement financement. et sur cette anticipation et Alors, ces prises en compte de dépenses, là, voilà. alors là, la remarque, elle va être exactement la même, mais elle est autant, elle est encore accentuée. Faites-vous accompagner. Dans le maquis des financements, vous vous en sortirez pas. Vous vous en sortirez pas. C'est un maquis, c'est tentaculaire. Il y a des aides de partout, mais il faut savoir quel chemin emprunter. Et si on vous aide pas et si on vous accompagne pas, enfin, je suis désolé de parler comme ça, c'est une galère sans nom. Alors, il y a effectivement beaucoup d'aides. Nous, on a bénéficié déjà, on a des dossiers en attente. Il y a beaucoup de choses qui existent. Préparez-vous aussi à beaucoup de travail administratif. On n'obtient pas une aide en claquant des doigts. C'est des heures et des journées de rédaction et vous réécrivez 10 fois les mêmes choses et vous répétez 100 fois les mêmes choses à des personnes différentes pour des aides, etc. Mais c'est le prix à payer pour les avoir. Il y a quand même parfois, suivant les régions, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui peuvent vous être apportés. Et franchement, on en a vraiment besoin quand on innove. Donc, faites-vous aider. Sachez que plus vous aurez une preuve de marché, plus on va vous prêter de l'argent et plus on va vous aider. Juste 30 secondes, nous, on a un projet qui est suffisamment avancé, on a suffisamment de preuves de marché, on a eu suffisamment de prix pour qu'aujourd'hui, on n'a aucun souci de financement si on a besoin de se faire aider. Mais il faut faire des preuves de marché, il faut avoir des interviews, il faut le montrer, ça. Mais faites-vous aider, faites-vous accompagner. Je ne sais pas si j'ai été précis, mais... On va le voir avec les questions complémentaires. Je te remercie, Laurent, pour ce dernier focus éclairage, là. On passe à notre conclusion, en fait, maintenant, avant de vous redonner la parole sur des questions. Donc, en résumé pratique pour votre projet innovant, produits, services, logiciels ou plateformes digitales ou autres, mais je pense qu'on a embarqué aussi ce matin, voilà, le côté innovation, produits et industriels. Listez vos hypothèses dans un canevas, une matrice, proposition de valeur ou autre, le Lean Canvas, par exemple. Dressez des questionnaires d'interview qualitatifs terrain et revenez-y par itération.
le problème, le concept, le minimum viable product, sans oublier le pricing. Consolider tout ça au fur et à mesure et itérer pour lever toutes vos hypothèses que vous avez fixées au démarrage. Opérer tout ça sur cette méthodologie, opérer ça sur les différents champs de votre projet, que ce soit, comme on l'a vu, le côté désirabilité, sur lequel on a insisté ce matin, le côté faisabilité technique, voilà, sur le côté la faisabilité technique, vous pouvez avoir là des liens, des itérations, bien sûr, avec un laboratoire, une école ou un bureau d'études partenaire, voilà. Donc, c'est aussi du mode itératif. On n'a pas insisté beaucoup là-dessus, mais voilà, ce qui est surtout important, qu'on a développé ce matin, c'est le côté marché. Sur le côté marché aussi, faites ça. Et sur le côté validation des performances intrinsèques de votre offre, et aussi sur ces fameux freins d'adoption, comme on l'a vu, parce que voilà, le but, c'est pas de rester tanké là, avec quelques premiers adopteurs techniques, mais un décollage qui se fait attendre après. Et comme on l'a vu aussi, avec ces deux messages un peu complémentaires, là, chemin faisant, se protéger et se financer avec anticipation, on va dire pour les deux, et on pourrait dire, si on entend le message de Laurent, avec accompagnement. Laurent, peut-être tu as trois conseils phares que tu peux donner justement à nos porteurs de projets ce matin? J'en ai beaucoup, on va essayer d'en extraire les trois principaux. La première, mais j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est d'être accompagné, c'est important. La deuxième, et ça s'apprend, c'est d'être patient. On a parfois un super produit, on a un marché en face, et ben ça met du temps. Ça met beaucoup de temps entre les premières discussions, la découverte du produit par le client et son bon de commande. Nous, on a une grosse industrie qui vient de nous passer commande. Ça a mis 2 ans. 2 ans. Donc, faut être patient. Et le troisième conseil que je voudrais donner, et c'est quelque chose qu'on n'a pas bien fait au début, mais qu'on a bien fait après, donc on s'est rattrapé, c'est que il faut se mettre à la place du client. Il faut faire le parcours du client et se dire, mais moi, si on venait me proposer cette solution ou cet outil ou cette machine-là, euh, de quoi j'aurais besoin, à quoi je voudrais qu'elle ressemble, à quoi je voudrais qu'elle réponde, etc. Donc, ne pas se mettre à la place du technicien innovateur, mais se mettre vraiment à la place du client utilisateur. Voilà un petit peu les trois principaux. Il y en a plein d'autres, hein, mais je me limite aux trois principaux. Merci Laurent. Je Alors vous en voilà, prie. les bénéfices d'une telle approche, c'est votre innovation trouve son marché parce qu'elle part du marché. Vous gaspillez moins de temps et de ressources à construire votre solution parce que vous gaspillez pas ça à construire une solution qui serait inadaptée. Et on l'a vu aussi, même dans la voix de Laurent, dans les témoignages de Laurent, vous vous donnez de l'espace aussi pour saisir des réelles opportunités en combinant ces signaux faibles, cette fameuse magic sauce, comme on disait, ou les multiples ingrédients sur lesquels vous pouvez tisser de l'innovation. Et vous mobilisez donc ainsi des ressources seulement et spécifiquement là où vous êtes en mesure de créer de la valeur. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce matin avec Laurent, vous faire part donc de ce parcours. Et maintenant, on arrive à vos questions-réponses. Alors, y a-t-il déjà une analyse des questions dans le chat auxquelles on peut répondre? Alors, vous pouvez évidemment les poser en live. Hein. Donc, les interventions sont terminées. On peut faire un échange en live. Oui, j'ai une petite question. J'ai essayé de l'écrire, mais je pense que ça ne marche pas. Il y a un problème. D'accord, allez-y. Vous Ouais. m'entendez? C'est par rapport au MVP et pricing. Et, parce que justement, je me suis dit, si on a un MVP, on pourrait, voilà, ça peut être payant, on est d'accord. Ça peut être payant, mais Alors, après, voilà, il faut que ce soit pas trop, non? le MVP peut être payant. Bon, c'est difficile quand même de faire payer des fois son MVP. J'ai tendance à dire aussi là-dessus, d'expérience, c'est afficher bien un prix cible produit final à votre client prospect
et venez-y avec éventuellement une solution MVP qui est amoindrie, minorée en fait, sur lequel vous voulez tester les priorités, les fonctionnalités prioritaires. Mais il faut être capable d'embarquer son prospect, son client sur le prix cible final, quoi, hein. N'y allez pas en fait en disant voilà, là c'est un MVP, c'est réduit, ça vaut 10, et puis vous parlez pas de votre produit que vous voulez vendre demain à 100, quoi, voilà. Donc voilà, allez-y avec notre produit demain à partir de ce MVP vaudra 100. Aujourd'hui, voilà. Je cherche plutôt à coopérer, je cherche plus un partenariat et c'est même peut-être pas forcément une vente du produit, c'est presque un aidez-nous dans le co-développement et contribuer avec, je dirais, l'usage du MVP qu'on vous laisse chez vous et tout, quoi, voilà. Mais c'est même pas une notion de prix, quoi, en fait, que vous mettez, quoi. J'espère que ça a répondu à votre question, ça. Oui, c'est gentil, merci. D'autres questions? Pas d'autres questions à l'instant. Alors, dans le chat, enfin dans les sondages, donc vous avez répondu plutôt au stade de l'idée, hein, je crois, et puis plutôt produits et services. Alors, est-ce que pour chacun d'entre vous, globalement, ces côtés market validation, la market adoption, ça vous parle dans chacun des sujets qu'on a vus ce matin? Enfin, dans chacun des projets que vous portez plutôt ce matin, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'il y a, pour certains, vous avez peut-être quelques objections, se dire, voilà, mais moi, c'est pas. On a parlé de B2B quand même ce matin. On a évoqué le côté rencontrer les buveurs de café. Ça peut être du B2C, mais on n'était pas loin de parler de B2B2C. Voilà, c'est aussi bien. Enfin, Laurent, avec son témoignage, nous a parlé d'expérience B2B. Donc, c'est applicable autant qu'on soit en B2B qu'en B2C. En B2C, on se le dit peut-être un petit peu de prime abord que voilà, qu'on doit peut-être aller rencontrer nos utilisateurs finaux, mais c'est applicable et c'est souhaitable aussi dans le B2B, hein. Des questions? Non, rien de particulier. Vous voulez enchaîner? Pas de problème. Donc, on est voilà, à votre disposition pour aller plus loin, éventuellement dans tout ça, dans vos questions à la fois de maturation d'innovation, de financement et tout, de stratégie d'approche marché. Juste un point, si vous voulez nous dire dans le chat avant qu'on se quitte. Est-ce que vous êtes, on s'était donné comme objectif voilà, de pouvoir évaluer le type d'innovation, les champs à couvrir, les incertitudes à travailler, et puis que vous soyez capable de poser vos hypothèses et d'organiser un peu plus, étape par étape, votre validation terrain. Donc, est-ce qu'en regard de ça, vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher? Êtes-vous satisfait? Pas du tout, vous mettez 0 éventuellement dans le chat, et tout à fait, vous mettez 10. On attend vos retours son, alors s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole là, pour répondre en direct. Hein, ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. On est à votre écoute. Hein. Oui, j'avais une autre question aussi, mais je sais pas, c'est pas une question, c'est plutôt une doute, parce que Laurent il a parlé que effectivement des fois il y a tellement de démarches, notamment déjà pour rédiger des candidatures, non? Pour des appels d'offres ou pour des autres Ouais. trucs. Je me suis dit, est-ce qu'il existe des prestataires qui font ces services de rédaction, on va dire? Je sais pas. Alors, des prestataires, ben oui, moi, je me suis un peu présenté en préambule. Je vous dis, je suis consultant innovation. À la fois, j'aide après à mûrir, maturer la stratégie, notamment la stratégie d'approche marché, et aussi à pouvoir amener des ressources, chercher des ressources et chercher les financements. Donc, je suis à votre écoute, effectivement, pour ces côtés formulation de projet, recherche de financement
Et comme je vous l'ai dit, recherche avec anticipation au mieux, hein. Parce que dans l'innovation, sur le financement de l'innovation, n'hésitez pas effectivement à anticiper ces choses-là. Alors, si vous voulez bien. Notamment pour préparer les dossiers, non? Parce que Ouais, voilà, ouais. ça sera dommage qu'à la fin, voilà, c'était tout pour rien, quoi. Et pour Ok. identifier les bonnes voies aussi, hein. Alors, je ne suis pas le seul, hein, effectivement, vous pouvez, voilà, il y a les structures, l'usinerie partner, peut-être effectivement, en premier point d'accueil, si vous êtes ici en local, voilà, peut aussi vous accueillir, vous orienter en premier point. Vous avez plein de structures aussi, incubateurs, bien sûr, en fait, qui peuvent vous aider aussi là-dessus, quoi. Euh, voilà, oui, je pense entre incubateurs, les structures un peu pépinières et tout, quoi, qui doivent pouvoir vous donner un peu des premiers points d'orientation. Mais voilà, pour travailler un peu plus en profondeur, oui, ça va être un incubateur, un accélérateur qui va pouvoir vous aider, ou un consultant comme moi, un freelance ou un cabinet, quoi, voilà. Ok. D'autres En tout cas, questions? merci beaucoup pour la présentation. C'est gentil. Edith Depont qui te remercie, qui vous remercie. D'accord. Voilà, qui a trouvé ce webinaire très clair. Virginie Durand qui indique qu'il faudra avancer sur son projet. Très bien. Ben, merci pour ces retours-là. Laurence Pousselin qui indique que très clair, très structuré, et que l'appui du témoignage de Laurent était très pratique, très objectif. Et vous remercie de votre participation, de votre intervention. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut, Oui, peut-être conclure. on va conclure. Moi, je simplement vous dire que vous remercier, te remercier Serge. Ouais. Et puis aussi Laurent pour le témoignage, pour le partage d'enseignements. C'est assez précieux de pouvoir avoir des cas concrets pour s'identifier et pour avancer. Vous remercier aussi à tous pour votre participation, pour l'intérêt que vous portez aux événements de l'usinerie Partners. Et puis aussi, vous indiquer que je vous ferai un mail, parce qu'on toutes les personnes qui ont suivi le webinaire, pour vous donner le lien du replay et également les coordonnées de Serge Vessé. Voilà. Serge, je te laisse dire le petit mot. Ok, ben, merci à tous. C'était un grand plaisir en fait de vous parler de ça. Moi, j'en parle avec passion. Euh, Laurent peut peut-être en témoigner aussi. C'était un plaisir, Laurent, aussi de faire ça ensemble. Merci de ta collaboration là-dessus. Voilà. Et puis, merci à l'Usinerie Partners de nous avoir donné ce terrain d'expression, voilà, au milieu de notre territoire bourguignon. Avec plaisir. Voilà. Merci à tous. Merci. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.